Monsieur Saint-Martin, comment allez-vous? Comme un jeune gamin qui a 4 fois 20 ans. Merci Saint-Martin de nous recevoir pour ce grand entretien. C'est mon grand plaisir. Alors ça fait 35 ans que vous avez raccroché vos bottes et aujourd'hui encore les courses pour le grand public, c'est Yves Saint-Martin. C'est gentil, mais enfin, c'est parce que peut-être j'ai duré pendant 30 ans au top niveau. Alors, bien sûr, j'ai laissé mon empreinte dans les courses. Et puis j'ai la chance de toujours me tenir au top niveau, enfin, dans les premiers. 35 ans après, pour vous, c'est synonyme de fierté, de bonheur, de nostalgie maintenant, ou finalement ça vous laisse un peu, froid? On ne peut pas oublier, on ne peut pas piétiner ce qui a été fait. Non, ça a été magnifique. J'ambitionnais. Au départ, je n'ambitionnais pas de devenir jockey. Et petit à petit, bon, je remplissais les conditions, puisqu'il faut quand même, pour être jockey, remplir les conditions physiques. Et en plus de cela, après, il faut quand même être capable de se servir de cheval. Donc j'ai appris à monter à cheval sur le train d'apprentissage. Et puis chez François Maté, qui a été le plus grand entraîneur de tous les temps qu'on ait rencontré, puisqu'il y a un livre qui vient d'ailleurs de sortir, qui est très bien fait, et qui raconte sa vie. Et François Maté terminera 36 fois tête de liste des entraîneurs, c'est l'entraîneur du siècle. Oui, extraordinaire. Et puis, je suis rentré à l'apprentissage chez lui. C'est lui qui m'a appris ce métier. Et je suis devenu son premier jockey après. Quelles sont vos premières impressions quand vous arrivez à Gouvieux? J'ai tout de suite été accueilli, sympathique, ça m'a tout de suite plu. Et il y avait un gros cheval qui servait au service pour herser le paddock, ou qui servait de poney, enfin de leader, aux jeunes chevaux, qui sortaient comme ça, qui servaient pour le service général. Et puis ce poulain-là, il apprenait à monter à cheval aussi. Alors j'ai monté ce cheval-là pendant 8-10 jours. Et ensuite j'ai monté un cheval de course. Et c'était une pouliche qui m'a emballé. J'ai été emballé, j'ai fait 2000 mètres. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu l'arrêter? J'ai pas pu l'arrêter. Et quand je passais les sports complets, sur la dernière édition, ils se moquaient de moi bien sûr. Et ils me disaient, tire dessus, tire dessus. Oui, je peux pas, ça me secoue. Et puis petit à petit, quand même, je suis arrivé à monter, j'ai appris. Et après, je montais n'importe quoi, n'importe quel cheval. Ça me plaisait, puis ça allait vite, puis j'étais content. C'était formidable, sans dire ce cheval plein de muscles qui demandait qu'à courir. C'était magnifique. J'étais passionné et c'était passionnant. Et même sentir cette odeur d'écurie, de fumier, j'aimais bien ça. J'étais vraiment dans mon élément. Vous allez débuter en course en avril 58, à 17 ans du coup. C'est le moment très attendu. Ben, oui, j'étais un petit peu inquiet parce que je voyais que les autres montaient, pas moi. Et alors je rongeais un peu mon frein, je disais, je voudrais bien monter en course pour voir un peu comment ça se passe. Et puis un beau jour, il me dit, bon, ben, tu vas monter, le patron m'appelle, il me dit, bon, ben, dimanche, tu vas aller monter à Soissons. Tu vas débuter avec un cheval qui s'appelle comme ça. Et c'est un cheval gris qui s'appelait Goudleur, un cheval de Dupré. Tu vas aller monter à Soissons. Bon, je suis allé monter à Soissons. Et puis, mais j'avais pas le trac. Je me demandais comment ça allait se passer, je faisais attention, bien à cette époque-là, on partait à l'élastique. Il ne fallait pas dormir au départ, il fallait surveiller le starter. Et puis quand je voyais que les autres se préparaient, je pars bien avec tout le monde, puis j'ai 4-5e position, j'étais long de la corde. Et dans le dernier tournant, il y avait un piquet qui était un petit peu trop sorti, où j'étais trop à la corde, j'ai accroché un piquet, je suis tombé. Alors j'ai rien vu de la course, parce que ça a été vite, ça allait beaucoup plus vite que l'entraînement. Je n'ai pas vu grand-chose de la course. Alors j'étais pas fier, bien sûr, j'étais pas KO, ça allait. Et on est rentré, moi j'étais un peu la tête basse. Et le lendemain, je vois le patron, il m'appelle, alors comment ça s'est passé? Ben mal, je lui dis, voilà, il s'est passé, je suis tombé. Ah c'est pas mal, t'es malade, ben, dimanche prochain, tu vas monter le même cheval à Amiens et une pouliche pour Madame Volterra aussi, tu auras 2 montes. Ah bon, oui monsieur. Et alors je suis allé à Amiens et il me dit, fais attention, regarde où tu vas. Là ça allait mieux, j'ai vu un peu la course, j'ai vu mieux les courses, et je finis 4e avec les 2. Chaque cheval, j'ai fini 2 fois 4e. Bon, ça allait mieux, j'avais vu comment ça se passait. Après, j'ai remonté une fois Fontainebleau. Et après, j'ai monté à Paris, une course d'apprenti au Tremblay, c'était à l'époque, avec un cheval pour Madame Volterra. Il m'a dit, tu pars bien. Il m'a dit, laisse-le galoper. Si tu es devant, laisse-le galoper sur un point de l'appui. Et tu verras comment ça va dans la ligne droite, tu t'en vas progressivement si tu as encore des ressources. Et ça s'est passé comme ça. Et j'ai gagné facilement.
Alors j'étais content, bien sûr, c'est mon premier gagnant à Paris, en plus pour la Volterra, qui était charmante. Elle m'a dit, je suis ravi que ce soit avec mes couleurs que vous soyez fait votre premier gagnant, et j'espère que ça vous portera chance. Vous sentez que vous avez quelque chose en plus que les autres à cet âge-là? À Non. 18 ans? Non, non. En tant qu'apprenti? Non, mais j'étais à l'aise en course, j'étais bien. Et je sentais l'aptitude de mes chevaux. En allant au départ, je sentais s'il était maniable, s'il avait une grande action. Puis l'entraîneur nous dit comment est son cheval, comment il voudrait qu'on le monte, en imaginant que ça se déroule, que la course se déroule comme il le souhaite. Maintenant, si ça ne se déroule pas comme ça, c'est le capitaine à bord, qui est le jockey, qui prend une décision. Et c'est ce que j'ai eu souvent à faire dans ma carrière. Mais quand même, moi j'étais très à l'aise en course, j'étais bien en course. Et je sentais bien le cheval. C'est-à-dire que je me plaçais, il faut monter à cheval en course pour aller vite, il faut se placer au moment de façon où on est le plus à l'aise. C'est-à-dire que si on est bien sur un cheval, si on est confortable, si on est à l'aise, si on est bien, on ne le gêne pas pour galoper. Et nous, comme on est toujours en recherche de vitesse, il faut éviter de gêner un cheval. Il faut y aller avec lui, il ne faut pas le gêner. Vous allez donc vivre une ascension fulgurante? Oui, c'est exceptionnel, justement, c'est un record qui n'est pas prêt d'être battu, celui-là. En 2 ans, oui. Vous devenez cravache d'or, vous gagnez votre premier groupe 1, Oui. Et vous décrochez un contrat de première monte avec Monsieur Dupré. Ah oui, avec Monsieur Dupré, oui, absolument. Et sauf sans monter des grandes courses, parce que j'ai manqué d'expérience pour monter les grandes courses, il se méfiait. Il s'est dit, le petit, encore, il faut qu'il apprenne à monter les grandes courses. Alors j'avais un contrat, mais sans les grandes courses, voilà. Les classiques, je ne montais pas. Ils mettaient un jockey chevronné dessus. Et vous décrochez quand même votre première cravache d'or avec 107 gagnants à la fin de l'année. Absolument, oui, oui. C'est amusant. Ah ben c'est pas rien. Oui. Et puis après, ben, ça continue. Après, j'ai fait une carrière assez chargée, assez remplie. Dans une interview, François Mathey dit à ces mots, Yves Saint-Martin, c'est sans doute le jockey le plus complet. Il possède un ensemble de qualités rarement réunies. Vous partagez son analyse? Je ne sais pas, moi je ne peux pas me permettre de juger, mais d'après le résultat, je devais avoir quand même des capacités pour essayer de bien faire mon travail. Maintenant, vous savez, moi, bien sûr, moi, je ne suis pas prétentieux au point de me dire oui, j'étais bon, non, je ne suis pas comme ça. J'ai essayé de bien faire le travail et d'exploiter les chevaux au mieux de leurs possibilités sans les abîmer et en faisant le mieux possible. Voilà ce que je me suis efforcé à toujours bien faire. Vous perfectionnez votre monde, vos analyses, oui, vous étudiez tout ça? Oui, absolument. Et même ma monte, je montais plus long, plus court, ça dépendait du cheval. Vous savez, des chevaux qui sont plus épais que d'autres. Si on monte court, on est perché, on est trop court. Si on monte trop long, s'ils sont minces, on est trop long. Donc je vous dis, il faut arriver à trouver son équilibre de façon où on est très à l'aise sur un cheval. Si on est bien, on ne le gêne pas pour galoper. Il ne faut pas le gêner, il faut se faire oublier. Et voilà. Et alors, moi j'ai vu des chevaux qui tiraient avec d'autres copains et qui avec moi ne tiraient pas. Pourquoi? Parce que je devançais le centre de gravité. C'est évident, si vous voulez tirer dessus, le cheval de course fait 450 kg. C'est pas un gars de 50 kg qui va le tenir. Hein, s'il veut tirer, vous amène où il veut. Donc il faut arriver, nous on a la possibilité de réflexion qu'il n'a pas, donc il faut arriver à feinter avec lui et essayer de le tenir sans faire d'efforts, sans qu'il fasse d'efforts. Mais j'ai une autre anecdote aussi comme ça. Un jour, j'avais le Grand Prix de Saint-Cloud. Zilbert vient me voir et il me dit, j'ai une jument pour vous dans le Grand Prix de Saint-Cloud, vous montez quoi? Ben, je ne monte rien, ben, je vous l'offre, avec son accent, c'est un Égyptien. Alors il me dit, vous le connaissez? Alors, je dis oui, je l'ai battu tout le temps avec Calais France, je la connais. C'était Dalia? Il me dit, oui. Hein? C'était Dalia? C'était Dalia. Alors, je dis oui, avec plaisir. Puis je dis, bon, elle doit être fatiguée, la jument, il me l'a fait monter comme ça pour avoir une excuse de dire même avec lui, elle ne va pas plus vite. Je dis, si ça se trouve, elle est fatiguée, la jument, elle est cuite. J'arrive dans le rond de présentation pour la monter. C'est une jument baie brune. Elle était blanche d'écume. Oh là là, puis elle trottinait nerveuse. Oh là là là. Je dis, c'est bien ça, elle est passée, cette jument. Elle est passée de forme. Bon, je monte, on va au départ, et on part à Saint-Cloud, on part jusqu'au départ des 900 mètres des 2 ans, là-bas, au fond du champ de course. Et on vient pour passer là sur la diagonale, impossible de revenir. Elle cabrait, elle faisait demi-tour, elle ne voulait pas y aller. Il y a un gars des boîtes qui me l'a cherché, putain les boîtes. Et surtout, il me dit, vous savez, cette jument, il faut attendre avec elle, elle a 200 mètres de le point de vitesse, mais elle est très bonne. Je dis, oui, je sais, je la connais, je l'ai vu courir. T'es nerveux, qu'est-ce que je vais me battre avec pour la cacher, je m'emmerde. Je l'ai laissé courir jusqu'au 1600. Et on part, ça descend un peu jusqu'au 1600 mètres, à Saint-Cloud. Par des boîtes.
petite tendue comme ça, je la lâche, je laisse partir. J'ai pris 2 longueurs en sortant des boîtes. Je l'ai laissée devant. Elle est allée devant. Là, elle forçait. Je sentais qu'elle forçait un peu. Puis, à seul coup, surprise, elle s'est mise comme ça, elle regardait devant, elle n'était jamais allée devant, en course. Alors, elle était là comme ça, elle est surprise. Et j'arrive aux 1600 mètres, je tourne, et il y a Kruger, un autre jockey, qui vient avec un cheval prendre la tête. Et je me mets derrière. Et j'avais un copain qui était à côté de Zilbert dans les tribunes. Et Zilbert, l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il me fait, cet abruti? Je lui ai dit d'attendre avec cette jument, il me la massacre. Je lui avais dit d'attendre, il est devant. Elle en fait trop, elle ne va pas finir le parcours comme ça. Hein. Là, il me la massacre. Quel assassinat. Il dit, mais c'est lamentable de voir ça, c'est épouvantable. Je lui ai dit d'attendre, il est devant. Oh là 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 là. Et l'autre vient devant moi, et je sens ma jument détendue. Et je suis comme ça, il était un bon galop. Là. Et on va comme ça jusqu'à l'entrée ligne droite. Et les autres ne venaient pas. J'étais là, tranquille, la soufflée, équilibrée, puis je la sors de l'autre, comme ça. Elle était bien, ma jument, elle allait bien. Je l'appelle, je lui demande un peu, et elle démarre, et je viens gagner. L'autre dans les tribunes. Hein, je savais bien qu'elle n'en peut plus, cette pauvre jument. Et il en a trop fait au début, j'avais dit attendre, il est allé devant cet imbécile. Il me l'a massacré. Oh là, mais elle va encore bien. Elle vient bien. Ah ouais, elle a encore des ressources. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Mais c'est le plus grand jockey du monde. C'est formidable. Ça m'a été rappelé par un copain qui était à côté de lui. Il m'a dit, tu aurais vu Zilbert si t'as habillé. Mais je suis sûrement, je n'ai pas monté au sol. Il m'a dit, oh, c'était drôle de l'entendre. Puis voilà, encore une anecdote de ma carrière qui était assez longue quand même. J'ai monté 14 000 courses et ça fait quelques heures de vol. En 62, à 20 ans, vous allez partir à l'international et vous faire connaître de la plus belle des manières. C'est l'année de match, hein. Vous remportez les King George à Ascot et vous faites retentir la Marseillaise aux États-Unis. Absolument. Dans le Washington DC International. Oui, quand on a 21 ans, ça secoue quand même un petit peu. Oui, c'est sûr. Vous dites, c'est Tintin en Amérique, mon aventure. Oui, c'était sympa. Et en plus, bon, d'habitude, ce cheval, il fallait lui attacher la langue parce qu'il avalait sa langue. Alors on lui mettait avec un bas de femme pour pas que ça lui scie la langue. On lui attachait la langue et il allait mieux comme ça. Mais il était long à se mettre sur jambe. Et en Amérique, les courses partent très vite. Ça fait 2400 mètres, mais c'était 2400 mètres de bout en bout, sur un train de course. Hein. Et je me suis trouvé débordé, j'étais derrière. Et je poussais toute ma course, je poussais, petit à petit les autres. Parce qu'un cheval ne va pas à 80 à l'heure toute la course, il va à 80 à l'heure, il va descendre à 40 pour finir. Donc je les ai rattrapés petit à petit, je les ai passés, je suis venu le long de la corde, ça s'est ouvert, le long de la corde, et je suis venu gagner comme ça. C'était formidable, c'est gagné en Amérique. Pour la première fois que j'y allais, je savais où était l'Amérique, mais je n'étais jamais allé. Donc je découvrir ça, c'était formidable pour moi, c'était un cri de joie extraordinaire. Le petit Français, gagner à 20 ans, à 21 ans là-bas en Amérique, faire monter les couleurs françaises et sur les Marseillaises, ça fait quand même ça secoue les tripes. Ou alors il ne faut pas en avoir. C'est ça, il y a eu le petit prince des hippodromes en France, c'était le Golden Boy en Angleterre, et là c'était The Little Big Man aux États-Unis. C'est chouette. Moi, j'ai eu la chance, bien sûr, de faire une grande carrière. Et je dis en Angleterre aussi, j'ai gagné toutes les grandes courses en plusieurs exemplaires. En France, bien sûr, j'ai tout gagné, mais j'ai gagné sur les 5 continents et j'ai fait sonner la Marseillaise, monter les couleurs sur les 5 continents. Ça doit être une grande fierté. Ça oui, ça me fait plaisir. C'est parce que tout le monde, tous les sportifs n'arrivent pas à faire ça. Donc je trouve que pour un sport comme celui-là, je trouve que c'est une belle performance, oui. Vous êtes hissé au rang de vedette, comment vous vivez cette notoriété ? À 20 ans, 21 ans. Hein. Oui, mais j'ai jamais... En plus, j'avais un patron qui ne me laissait pas monter la grosse tête. Il était assez strict avec moi. Rien n'était suffisamment bien fait. Toujours, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Un jour, il m'a appelé et il m'a dit « tu y es plus du tout » parce qu'en course, je voyais, je disais là, il devrait faire ça et tu le faisais. Et maintenant, tu ne le fais plus. Je lui ai dit « écoute, là, je l'avais assez. » Je lui ai dit « écoutez, il y en a 20 qui veulent monter pour vous. Hein. On n'a qu'à changer de jockey. » J'ai jamais dit ça, fous-moi le camp. Alors je suis parti. Puis après, ça a pris son rythme. Mais il était intransigeant, il ne supportait pas. La moindre erreur ou la moindre chose, il était là pour redresser tout de suite la situation, faire des réflexions. Il n'était pas tendre, hein, c'était un dur. Hein. C'est ce qui va d'ailleurs vous amener à cette rupture. Oui.
Oui. Après, en 70, j'ai eu une proposition de contrat, j'en pouvais plus. Parce que j'étais père de famille, c'est toujours pareil. Moi, je vois ma mère, j'avais 30 ans, j'arrivais, elle disait à la concierge, le petit arrive demain. Et j'étais père de famille, et là c'était pareil. J'étais marié, père de famille, et il me considérait comme le petit garçon qui était arrivé à l'apprentissage chez lui. C'est normal. Ils voient comme ça, les anciens, ils nous voyaient arriver toujours en culotte courte quand on sortait de l'école. Et là, il me considérait vraiment comme le meuble immuable de la maison. J'étais sa chose. Il y avait une ébauche qu'il avait façonnée à sa façon. J'étais sa chose et je n'avais pas le droit à la parole. Et toi, tais-toi, tu n'as rien à dire, fais ci, fais ça. Et puis j'en avais assez. Je suis arrivé à un moment où j'en avais marre. Je dis après tout, maintenant j'en ai marre. Je me couche le soir, je dis qu'est-ce que je vais encore faire pour qu'il va mal aller demain. Donc c'était plus vivable. Et j'ai eu cette proposition chez M. Wildenstein, j'ai accepté, je suis parti. Et alors d'ailleurs, ça s'est passé. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Juste pour resituer, parce que de 1960 où on était à 69, vous gagnez tout avec M. Mattei. Oui. Vous avez 9 cravaches d'or, 42 groupes 1, le derby d'Epsom. Oui. Et un jour donc, comment ça se passe? Et un jour, voilà, j'en avais assez, ça allait mal, j'en avais marre. Et alors, sur cette proposition, M. Wildenstein, il me dit ah ben, si vous êtes d'accord, ben oui, comme les contrats se font. À cette époque-là, ça se faisait au mois d'août, ici à Deauville. Ils se font, ils se défont au mois d'août. Alors, au mois de juillet, là, je vois M. Wildenstein et il me dit, bon ben voilà, écoutez, moi je vous propose ça, faire un contrat pour moi, pour 3 ans. Ben, j'ai dit oui, et j'ai accepté. Alors, il me dit, je peux l'annoncer à la presse? Je dis non, il faut que je prévienne mes propriétaires. J'avais 3 propriétaires à l'époque, j'avais le prince Agacan, Madame Dupré et Madame Plèche. Et alors, je les préviens, je dis, voilà, je vais changer de maison, je quitte, j'ai fini mon contrat, mon année. À la fin de l'année, j'avais fini mon contrat avec eux. Et j'ai fini l'année, après je change de maison. Alors, mais comment? Ben, je dis, oui, voilà. Et alors, je vois le matin, à Monte-Gallo, après je dis, ah monsieur, j'ai à vous parler, je dis à François Mattei. Je lui dis, écoutez, j'ai à vous parler. Ah bon, ben viens au 2e lot, j'ai pas de galop, viens au 2e lot, on aura le temps. Alors je vais au 2e lot, il donne les instructions à son personnel pour faire ses canters, et puis on marche le long de la piste pour regarder les canters. Et à un moment il s'arrête, il me dit, ah, tu voulais me parler? Je t'écoute. Je dis, voilà, j'ai une proposition de contrat pour l'année prochaine. Alors là il s'arrête, fait demi-tour, il me dit, qu'as-tu l'intention de faire? Je lui dis, d'accepter. Comment? Qui sont ces gens-là? Ben, je lui dis, c'est M. Wildenstein. Oh, ce sont de sales gens, d'abord tu ne toucheras jamais la promesse qu'il t'a faite, puis d'abord fous-moi le camp. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Je suis parti. J'ai fait demi-tour, je suis parti. Et là, jusqu'au dimanche, alors j'appelle M. Wildenstein, je dis, ben, vous pouvez l'annoncer à la presse, j'ai prévenu les propriétaires et Mattei. Ah bon. Et le dimanche, quand ça a été dans la presse, bien sûr, c'était les journaux, quand on lui a apporté le journal le dimanche, quand il a vu ça, alors là, ça a été le coup de masse sur la tête, parce qu'il ne le croyait pas. Ouais, il pensait que c'était du Lorsqu'il l'a vu dans le journal, alors là, ça lui a fichu un coup, et il s'est toujours demandé comment je pouvais le quitter. Il n'a jamais compris. Je suis parti. Je préfère arrêter le métier que de continuer dans ces conditions. Et alors, je suis continué là, puis alors, avec M. Wildenstein, on s'est bien entendu. Mais en 70, il ne vous fait plus monter, du coup. Alors, il m'a enlevé sur les chevaux où il était vexé, alors il m'a enlevé sur tous les chevaux, il a mis l'apprenti qu'il avait dessus. Je crois qu'il a gagné 2-3 courses et tout, enfin, il n'a pas gagné grand-chose. Et puis les propriétaires ont dit, mais nous, on veut qu'ils finissent le contrat. Moi, je leur ai dit, moi, je veux bien finir mon contrat jusqu'à la fin de l'année. Et alors, il m'a convoqué ici à Deauville, et il m'a dit, alors, qu'est-ce qui se passe? T'es qu'à monter pour tes futurs propriétaires. J'ai des contrats qui courent jusqu'à la fin de l'année, j'ai l'intention de les honorer. Ou alors, je m'engage à ne pas monter dans toutes les courses où ils auront des partants, à condition que je sois rémunéré comme si je les montais. Ça ne leur a pas plu. Il dit, non, nous, on veut qu'ils montent les chevaux. Tous les propriétaires ont dit, on veut qu'ils montent les chevaux jusqu'à la fin du contrat. Et alors, il m'a remis sur les chevaux au mois de septembre. Il m'a dit, bon, ici, il m'a dit, bon, ben, laissons passer ce mois d'août et on verra au mois de septembre. Et au mois de septembre, son premier garçon m'a appelé, il m'a dit, soit 7 heures au rond pour travailler les chevaux. Je suis arrivé là, bonjour monsieur, bonjour, prends un tel, l'autre prend un tel, bon, faites 1700 mètres, tête à tête. Et on est parti, j'ai retravaillé comme si j'avais quitté la veille. Et on a fini la saison comme ça. Et du coup? Et j'ai gagné l'Arc de Triomphe comme ça. Vous montez, ça s'affrase dans l'arc. Et lorsque je suis parti,
Et elle m'a dit, ben, viens me voir avant de partir. Alors je suis allé le voir. Puis je lui ai dit, ben voilà, je voulais vous remercier d'avoir fait de moi ce que je suis devenu. Parce que je sais que je voulais tout. Et bien sûr, je ne pars pas de gaieté de cœur, mais c'était plus possible, je ne pouvais plus. Où vas-tu? Ben, je vais en Afrique du Sud, je vais au sport d'hiver, après je vais en Afrique du Sud, faire ma tournée comme je fais depuis quelques années. Là. Bon, ben, je vais te donner un conseil. Tu as toujours été droit dans ta vie, sois-le, tu verras à longue ou brève échéance, c'est toujours payant. Je dis merci, je suis parti. Mais il faut qu'on revienne sur cette année 70 avec Sassafras et l'arc quand même de 70, parce que vous annoncez à votre père spirituel quelque part que vous partez au mois d'août. Oui, et au mois d'octobre, vous pilotez Sassafras dans l'arc, vous n'êtes pas favori, même si vous aviez gagné le Jockey Club. Et c'est votre premier arc, c'est son premier arc. Ça doit être quelque chose, ça, non? Oui, c'est tout. Et puis il y a même un journaliste, je crois que c'est Bernardet, qui a dit Saint-Martin a fait un dernier cadeau à Bathé. C'était pas bienvenu, mais enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Et je suis parti là-dessus, parce que moi j'avais fini de remplir mon contrat. Et je suis parti comme ça, bon, mais pas de gaieté de cœur, bien sûr, parce que c'est quand même une carrière. C'est lui qui m'avait formé, qui m'avait fait confiance, qui m'avait appris mon métier. Et donc... Qu'est-ce qu'il vous a dit au retour de l'arc? Et tout ça avec le mauvais cheval, il m'a dit. Parce qu'il n'était pas estimé, ce cheval. Et pourtant, il avait gagné le Jockey Club, le Royal Oak. Ah, mais il y a Nijinsky. Mais oui, il y avait Nijinsky. Mais Nijinsky, il était la star. Je l'avais vu, Nijinsky, dans le Saint-Léger en Angleterre. Et au départ, il était blanc d'écume, il était nerveux, comme jamais il était. Je dis, mais ce cheval, il doit être un peu fatigué maintenant, parce qu'il a une carrière assez dure. Je dis, il doit être fatigué, il n'est pas imbattable, finalement. Et avant la course, la veille, je dis à ma femme et à un ami qui était venu nous voir, je dis, voilà comment je vais monter ma course. Il y a 2 leaders. Mon cheval est dur comme un roc, il tient à 3000 mètres. Et je vais me mettre derrière. Et dès qu'il baisse son pied, je vais prendre la tête, je vais partir. Et comme Pigot a un défaut que je connais bien, il surveille toujours un cheval qui craint dans une course. Il va monter sa course sur l'autre cheval, il va calquer sa course sur ce cheval-là, ils vont attendre derrière. Et s'il se réveille un peu tard, il aura dans le baba. Et ça s'est passé exactement comme ça. Les 2 chevaux sont partis devant, moi je me suis mis derrière, je suis parti. Dès qu'ils ont baissé les pieds, j'ai pris la tête, je suis parti. Et Nijinsky, qui était loin, est venu comme une bombe pour me manger à la fin, et arrivé à ma hauteur, il n'a jamais pris l'avantage, mais arrivé à ma hauteur, il a penché. Il a versé, il a perdu une demi-longueur, une encolure. Et j'ai gagné comme ça avec Sassafras. C'est votre plus belle victoire? Oui, c'est une belle victoire, parce qu'en plus, quand on n'y compte pas, quand c'est un favori, c'est pas la même chose. Mais là, c'était pas un favori, c'est un cheval. Bon, personne n'y croyait finalement, parce que c'est un cheval dur. Et moi, j'avais confiance en lui. Je me suis dit, bon, peut-être pas gagner, ce qui est imbattable, mais il va bien courir, parce qu'il est bien, il n'est pas usé, il a bien récupéré, il est un cheval solide, dur et honnête. Il fait ce qu'il peut pour le cheval, il se donne à fond, donc il va bien courir. J'étais confiant. Je dis à gagner, c'est autre chose, mais j'étais confiant, j'ai monté en toute confiance. Vous êtes donc maintenant paré de bleu? Oui. Ça m'allait bien au taille, pareil. Mais regardez encore. Là aussi, ça va être des années assez exceptionnelles avec la casaque de Daniel Wildenstein. Oui. Et il y a cette jument qui va arriver à l'écurie, qui va aussi vous apporter des joies immenses et Allez France. Oui. Racontez-nous Allez France quand même. Mais Allez France, c'est une jument extraordinaire. Déjà à 2 ans, elle a couru, elle a débuté à Longchamp, avant le Critérium des Polices, et elle a gagné facilement. J'avais dit à ma femme que j'avais une jument exceptionnelle. Je n'avais jamais eu une pouliche comme ça. Alors ils sont venus tous la voir, débuter à Longchamp. Et en rentrant après la course, moi j'étais ravi parce que je ne m'étais pas trompé, elle avait confirmé ce qu'elle faisait voir le matin à l'entraînement. Et en rentrant, il y a Lesquelles qui vient me voir, qui à l'époque était un grand entraîneur aussi, qui est second. Et il vient me voir, il me dit, mais Yves, vous l'estimez votre jument? Je dis, c'est un phénomène. Jusqu'à présent, je n'ai jamais monté une pouliche comme ça. Ah ben il me dit, ça me rassure, parce que moi la mienne, j'estime bonne, et vous l'avez laissée en route. Ben, je dis, oui, mais elle est très bonne la mienne, c'est un phénomène. Ah bon?
De là, elle a couru le Critérium, elle a gagné aussi le Critérium. Et après, elle a fait une carrière extraordinaire que l'on connaît. Et après, il y a eu cet Arc de Triomphe où je m'étais cassé la figure, je m'étais renversé avec Elle est meilleure pouliche de 2 ans, oui. Meilleure pouliche de 3 ans. Oui. Elle gagne le poule, le Diane, le Vermeil. Elle ouais. termine 2e de l'Arc. On est en 73. Oui. Elle reste à l'entraînement? Elle reste à l'entraînement. Elle a fait sa rentrée dans, je ne sais plus dans quel cours c'était, dans le Darcourt, je crois. Enfin, pour sa 4e année. Et puis enfin, elle arrive pour. Et elle arrive tout axée finalement pour l'Arc. Favorite de l'Arc de Triomphe. Pour l'Arc. Et 10 jours avant. C'est ça, on est le 27 septembre 74 et vous faites une chute. À la Maison Lafitte, dans le rond de présentation, je me renverse avec un cheval, un énorme cheval. S'il me tombe dessus, il m'écrase. Il s'est renversé, il a cabré, il s'est renversé. Et moi, je suis tombé à côté, heureusement. Et je me suis fracturé le grand trochanter. Le grand trochanter, c'est un os qui tient le fémur au bassin. Sans cet os-là, vous ne pouvez pas marcher. Et je ne pouvais pas marcher. J'avais passé les radios, on m'a dit oui, c'est bien cassé. Et puis, bon, donc là, les titres, c'est... 10 jours avant l'Arc de Triomphe. Saint-Martin, out pour l'Arc. Hein. Oui, oui. Et alors là, tout de suite, chez Wildestein a retenu la montre de Pigotte pour l'Arc de Triomphe. L'autre, bien sûr, il a dit oui. C'est la favorite. Puis, ça, c'était donc le vendredi. Dimanche matin, j'ai ma voisine qui vient me voir, elle me dit, alors comment... Non, samedi, elle me dit, comment ça va? Ben, je lui dis, écoute, ça va pas. Tu rencontres 10 jours avant l'Arc, on va pouvoir monter là. Elle me dit, mais tu sais, j'ai un copain qui est chirurgien spécialiste des hanches, qui fait des prothèses de hanches, qui a une clinique à Argenteuil. Il vient monter tous les dimanches à la Morlaix. Si tu veux, je lui dis qu'il vienne te voir. Bon, ben, je lui dis, qu'est-ce que je risque? Je risque rien. Qu'il vienne. Et en effet, dimanche matin, ce chirurgien vient chez moi. Alors, elle me dit, bon, qu'est-ce que... Ah ben, je dis, écoutez, voilà. Vous avez les radios? Oui. Alors, il regarde mes radios. Ah ben, il me dit, oui, c'est bien cassé. Mais il n'y a pas d'hématome, il me dit, puis vous avez une musculature quand même exceptionnelle. Mais écoutez, venez, je vous envoie une ambulance, venez demain à ma clinique, on va voir ce qu'on peut faire. Et en effet, je vais à la clinique, il me fait en piscine, il me fait des mouvements de jambes, après le massage électrique, pendant 2 heures. Et il m'a dit, tous les matins, tu vas venir comme ça. Tous les matins, j'y suis allé. Mercredi matin, je posais le pied par terre. Alors je dis à... Ça c'est mercredi avant le dimanche de l'Arc, hein, ouais, la semaine de l'Arc. Oui, 4 jours avant la course. Je dis à M. Wildestein, je vais pouvoir monter la jument. Comment vous faites pour le convaincre? Il m'a dit, mais c'est pas possible. Il a trouvé un médecin qui lui dit qu'il va monter. Non, c'est pas possible. Alors le chirurgien me dit, je lui dis, écoutez, c'est bien tout ça. Alors Wildestein dit, bon ben écoutez, moi je veux bien, mais j'ai confiance qu'à un professeur, qui est le professeur Lemoine, qui est à l'hôpital américain. Allez le voir. Et s'il vous donne le feu vert, à ce moment-là, vous montrez la jument. Sinon, jeudi matin, je vais à la clinique où il était, le professeur Lemoine, et j'en parle au chirurgien. Oh, il me dit, je le connais bien, c'est un copain de promotion. Lui a pris une chaire, moi je ne l'ai pas pris, autrement je serai professeur aussi. Dites-lui que c'est moi qui m'occupe de... Ok, j'arrive là, le professeur, sans mes cannes. Je marchais. Et puis... Comment vous faites? Vous serrez les dents? Vous avez mal? Non, j'avais pas mal. Non? Je sentais, bah, je ne sentais pas. En vrai, il y a presque... Ouais, je sentais, mais enfin pas au point de m'arrêter. Et j'arrive dans la salle, il me dit, bon, montez sur la table. Alors je monte sur la table. De quel côté vous êtes cassé? J'y suis ici. Ah bon, il appuie. Ah, il me dit, oui. Vous avez les radios? Oui. Ah, il me dit, oui, c'est bien cassé quand même. Oui, vous marchez? Oui. J'ai dit, c'est Darcy qui s'occupe de moi. Il m'a dit qu'avec une piqûre de novocaïne, ça devrait aller. Écoutez, s'il le fait, moi, alors il appelle Wildestein, puis il dit, vous me donnez le feu vert, il dit, vous donne le feu orange. Bon, dans ces conditions, on il peut monter. Oui. Ok. Alors j'ai dit au chirurgien qui s'occupait de moi, je dis, c'est bien à pied, mais à cheval, comment ça va se faire? Il m'a dit, vous montez. Ben, vendredi matin, ben, je viendrai à 7 h. Il vient à 7 h, il me fait une infiltration, et j'ai monté 1h30 à cheval. Ça s'est bien passé. Je dis, bon, ben, je vais monter demain encore sans piqûre. Alors le samedi, j'ai remonté, pour me remettre un peu à cheval quand même. Et ça s'est bien passé aussi. J'ai eu mal, mais enfin ça s'est bien passé, ça a tenu. Et dimanche, il arrive aux courses avec son plateau et sa piqûre.
À 2 ans, il n'était jamais venu aux courses. Et il était drôle parce qu'il était costaud, comme ça. Il rasait complètement les oreilles à plage de flanc dans les chéri Bibi. Il arrive aux courses comme ça, il me dit, faut se mettre. Où je dis, attention, il sait que la première, moi je montre que la 4e. Je dis, attends, il faut attendre un peu. Il me dit, oui, on va attendre. Puis après, il me dit, bon, on va y aller quand même. Alors je l'amène à l'infirmerie, il me fait l'infiltration. Et c'était en Eurovision. Ça a été retardé d'une demi-heure la course. Alors, je savais, je monte. Et arrivé au départ, là, j'ai eu le trac. Parce que tous les autres médecins disaient, il ne tiendra pas, il ne va pas tenir la course, il va tomber. Et alors, j'ai dit quand même, si ça lâche, que je tombe, ce serait une connerie. Mais enfin, ça ne fait rien. Pour une pouliche, ça ne fait rien. Je vais y aller. Je ne vais pas me dégonfler maintenant. Et j'ai monté ma course comme ça. C'est pas la meilleure course que j'ai montée. J'étais à l'extérieur d'un cheval qui, à mi-descente, à 1000 mètres de l'arrivée, il allait trop bien, le cheval devant lui a baissé le pied, il est sorti brutalement et il m'a poussé. Et ma jument a vu le jour. Et elle est partie, elle a démarré. Et on ne pouvait pas la reprendre comme ça. On ne pouvait pas la reprendre après, il ne faut pas faire 2 efforts. Alors je suis resté là comme ça, petit à petit, puis les autres ont craqué un peu, je me suis retrouvé en tête à l'entrée de la ligne droite. Il y a encore 550 ou 600 mètres à faire. Ça doit être long là-bas. Hein. Il est loin le poteau. Alors bien sûr, je suis parti, mais j'ai pianoté, puis après il monté. Et il y en a qui est venu très vite et qui est venu échouer à une encolure. J'ai gagné. J'ai dit, c'est fini, c'est fait. Bon, je rentre, bien sûr. Mais vous faites... C'est quoi? C'est du soulagement? Ah oui, c'était du soulagement. C'est vrai? Du soulagement, vraiment, oui. Du soulagement. C'était pas l'euphorie d'avoir gagné, hein, c'était le soulagement. Et il arrive, et il me dit, ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Et il m'a embrassé. Daniel Wildenstein vous a embrassé? Oui. Et il était à côté, son fils, il dit, ah, il embrasse son jockey. Mais ouais, il ne m'embrasse même pas pour mon anniversaire. Enfin voilà, l'anecdote de l'Arc de Triomphe d'Allée France. Mais c'est pas la plus belle course que j'ai montée. Non, mais enfin, alors... elle était tellement bonne qu'elle est arrivée jusqu'au bout. Enfin voilà. Ça reste encore des moments oui. Tellement exceptionnels. Oui, c'est des grands moments. C'est pas une carrière linéaire. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Enfin voilà. Et alors après, M. Wildenstein a enlevé ses chevaux de France, il en a envoyé aux États-Unis, en Angleterre. Et puis après, ici, que j'avais plus que M. Fustock comme premier mot, et j'allais m'arrêter. Et je lui ai dit, voilà, je veux m'arrêter. Alors il m'avait fait une grosse proposition. Vous allez vous arrêter, vous vouliez arrêter prendre ma retraite. Je voulais prendre ma retraite. Mais on est en quoi là? En quelle année? C'était en 78? Parce que M. Wildenstein arrête en 78. Là, le Fustock, il avait que des 2 ans. Il n'y avait pas grand-chose comme chevaux. Et le prince, quand il est venu me voir, il m'a dit, voilà, Saint-Martin, je voudrais que vous montiez pour moi. Ah bah, alors ça se faisait ici, à Deauville, au mois d'août. Je dis, mais j'ai donné ma parole à M. Fustock. Ah bah, il dit, écoutez, je veux bien le voir. Alors, je vois Fustock, il me dit, écoutez, voilà, le prince, mais qu'il vienne déjeuner avec moi. Je dis, ah bon, je vois le prince, je dis, écoutez, monseigneur, il vous invite M. Fustock vous invite à déjeuner samedi au Royal. Ah ben j'irai, il m'a dit. J'étais étonné. Bon, ok. Après je les vois tous les deux. Je vois Fustock, je lui dis alors, il me dit écoutez, j'ai vu le prince, mais on s'est arrangé, il me dit, vaut mieux que vous montiez pour lui, il a un effectif de chevaux qui vous convient mieux que moi. Il me dit, moi j'ai que des 2 ans, il n'y a pas grand chose à faire chez moi, il dit, allez chez lui. Bon, ben, je vous remercie. Je vois le prince, je dis, ah, vous avez bien déjeuné? Il me dit, oui, il me dit, alors, si on est tombé d'accord, il me dit, vous pourrez monter mes chevaux. Ah, je dis, encore un problème, c'est que c'est toujours Maté qui entraîne vos chevaux, on est fâché depuis 8 ans. Oh, mais il ne sera pas un problème. Je dis, vous aurez affaire à moi. Il me dit, oui, mais monseigneur, je dis, le matin, à l'entraînement, c'est lui que je verrai, c'est pas vous. Oui, mais ça s'arrangera. Bon, je reste là. Et le dimanche, je monte l'avant-dernière course ici. Et Maté était là, avec son jockey, et moi je montais pour un ami. Alors je vais le voir, je lui tape sur l'épaule, sur le bras, je retourne, je crois qu'il va me mordre. Là c'est toi? Il me dit oui. Chez vous, je vous parle. Bon, tu m'en la dernière? Oui, je t'attendrai sur ce banc après la dernière. Il me dit ok. Après la dernière, après ma douche, je vais le voir. J'arrive, sa femme était avec lui, elle est partie parce qu'elle m'avait fait une lettre me disant, quand j'étais parti,
en 70, que j'avais détruit une citadelle et que l'on ne se reverrait qu'au ciel. Quand elle m'avait arrivé, il est parti. Et lui, il me dit, alors tu veux me parler, je t'écoute. Ben, je dis, voilà, le prince m'a demandé de monter ses chevaux. On est tombé d'accord. Je lui ai mis encore un problème, c'est vous, je dis, puisqu'on est fâchés depuis 8 ans. Alors je vais savoir si vous y voyez l'inconvénient ou pas. Non seulement je n'y vois pas l'inconvénient, au contraire, il m'a dit. Et vos rapports sont différents maintenant? Alors, voilà, j'étais revenu par la grande porte. Je suis reparti avec lui, on a fait encore 3 ans comme ça. Et j'ai regagné un Arc de Triomphe pour lui, avec une pouliche que je vais monter dans le Vermeil. Je la travaille avant l'arc. Et il me dit, après le travail, alors comment tu la trouves? Elle n'avait pas travaillé, pour lui, elle n'avait pas travaillé exceptionnel. C'est une pouliche qui aimait le terrain souple. Et il avait plu déjà, et il allait pleuvoir encore toute la semaine avant l'arc. Je dis, s'il pleut, c'est de l'or pour nous. Je dis, ça c'est formidable. Il me dit, oui, mais elle n'a pas travaillé. Si, je dis, vous l'avez pas vu? Je dis, mais j'avais 5 kilos dans chaque main dans le galop. Comment? Je dis, oui, j'avais 5 kilos dans les mains, je ne l'ai pas lâché. Je suis resté avec les autres, parce que je trouve qu'elle a assez fait. Ah bon? Eh bien, courons. Il court l'arc. Et alors là, il ne fallait pas perdre 1 centimètre de la course. Il n'y avait pas de marge. Hein. Et j'appréhendais Pigotte pour monter un favori. Et puis finalement, ça s'est bien déroulé. J'ai pu monter ma course au millimètre. Et j'ai gagné l'Arc de Triomphe avec cette pouliche. Et Pigotte est second. Quelle relation entreteniez-vous d'ailleurs avec Pigotte? C'était votre grand rival? Oui, mais il y avait un respect mutuel, je pense. On respectait notre travail parce qu'on faisait du travail. C'était pas se balader à cheval comme ça, c'était étudier. On connaissait les chevaux, on étudiait les courses et on luttait. Mais si on luttait à la loyale. Mais en course, on ne se faisait pas de cadeaux. Mais à l'entraînement, bon, en dehors de ça, on était copains. Il y avait un respect, on respectait notre travail mutuel. Vous êtes toujours senti très proche de tous les sportifs en général, hein. Vous parlez le même langage en fait. C'est toujours formidable de rencontrer des grands sportifs, parce qu'on parlait le même langage, si vous voulez, l'hygiène de vie, le maintien, le respect des autres. Attention, c'est la rage de gagner, la rage de se battre. Il faut être violent, mais pour être efficace. Mais si vous voulez, c'est la main de fer dans un gant de velours tout le temps. Mais c'est à tous les niveaux, je vois les grands sportifs, c'est toujours ça. C'est la rigueur de vie, c'est la concentration, le vouloir toujours bien faire. C'était la règle générale de ce que je rencontrais avec tous les grands sportifs que je rencontrais. Ce qui m'a marqué en préparant l'interview, c'est que vous avez une très grande confiance en vous. Vous êtes toujours senti à l'aise partout. Quiconque en face de vous. Vous avez côtoyé des rois, vous avez côtoyé le showbiz, vous avez côtoyé des parieurs, vous avez côtoyé des lades, vous avez côtoyé tout le monde et à chaque fois vous étiez à l'aise. Oui, mais j'étais bien avec tout le monde. C'est-à-dire que je respectais tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'en respectant les autres, on était respecté soi-même. Et j'ai vécu comme ça, j'ai passé toute ma vie comme ça. Mais bien sûr, je déjeunais avec le prince Aga Khan. J'ai rencontré un jour la reine d'Angleterre qui venait, je la voyais souvent en Angleterre bien sûr, parce qu'elle était passionnée de course. Et elle venait tout le temps en course et je la voyais toujours aux courses. Mais elle ne me parle pas, elle regardait les chevaux passer avec un œil averti, parce qu'elle était passionnée de ça. Elle aimait beaucoup les courses et bien sûr, elle me voyait, elle me connaissait, elle me voyait chaque fois que je suis allé. Et c'est la reine-mère qui m'avait donné le trophée des King George qu'on avait gagné pour la 2e fois en Angleterre. C'est la reine-mère qui m'a remis une ceinture en crocodile noir avec la boucle tête de cheval en or, et le toupet et la crinière avec des éclats brillants. Et elle m'a dit, nous vous connaissons, nous vous félicitons et nous connaissons votre carrière et bravo pour votre carrière, elle m'a dit. La reine-mère. Bon, c'était gentil ça déjà. Et après, j'ai l'occasion, parce que la reine était venue en voyage officiel sous Mitterrand, et elle avait fait une liste d'invités qu'elle voulait. Alors elle avait invité Jean-Luc Lagardère, qui était le président des courses France Gallo, Léon Zitrone, qui était le grand reporter bien sûr, et qui la connaissait puisqu'il fait des reporters sur elle, en Angleterre aussi, et Pierre Durand, qui avait été champion olympique avec Japlou, et moi, comme jockey.
on était tous les quatre en attendant dans une pièce que l'huissier nous introduise, et puis on nous a appelés. Le président, bien sûr, allez-y. Ah bah oui, bah, la Gardère passera en premier. Allez, on a le bénéfice de l'âge, allez-y. Alors on passe. Et Pierre me dit, non, vas-y, vas-y. Non, je dis, non, vas-y, Pierre. Mais non, vas-y, bon, alors j'y vais. Et puis, je passe à Mitterrand, bonsoir, monsieur le président, je passe à la reine, je m'incline, et quand je me relève, la reine me dit, ah, on se rencontre à des endroits qui changent de nos habitudes. Et je dis, oui, votre majesté. Je dis, j'étais surpris qu'elle parle. Elle parle à personne. Et puis après, je passe au duc, madame Mitterrand, mais Zitron était devant moi, il a entendu qu'elle me parlait, il me dit, mais la reine vous a parlé? Je dis, oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je suis bien curieux. Elle m'a dit qu'on se rencontrait pour la première fois à des endroits différents de nos habitudes. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, on se voit sur les champs de course, sur les champs de bataille. Je dis, mais on ne se voit pas toujours pour déjeuner ou dîner. Donc elle m'a dit, ça nous change de nos habitudes. Ah ben dis donc, elle ne parle pas à tout le monde. Je dis, oui, ça fait 30 ans, je vous dis qu'on se connaît. Voilà. Expliquez-moi quand même comment vous êtes retrouvé à jouer au tennis avec Lino Ventura, à être dans un jet avec Alain Delon, à parler avec John Wayne. Oui, John Wayne. Faut nous expliquer tout ça quand même. J'étais à Los Angeles justement parce qu'Alphonse courait là-bas. Et Pellin me dit, tiens, on est invité ce soir au château de Cécile B. DeMille pour visiter un dîner qu'il y a au musée. Parce que, alors Cécile B. DeMille avait plusieurs femmes et chacune, dans sa propriété, il avait fait une villa chacune. Alors il y avait 4 ou 5 villas d'un côté, 4 ou 5 de l'autre, et au fond il y avait le château. Et il y avait ce musée qu'ils avaient fait là, et c'est là que se passait la réception. Et on visite le musée, et à un moment, il y a un gars qui me dit, ah, tu connais John Wayne? J'ai dit, oui, je le connais, de cinéma. Et c'est le vieux cow-boy. Ah ben il m'a dit, je vais te le présenter. Et en effet, on se croise à un moment, il dit, tiens, John, je vous présente Yves Saint-Martin, Jacques François, ça va, je me serrer la cuillère. Bon, ben, j'ai mon admiration, tout ça, bon, puis on passe. Puis on se recroise sur notre pièce. Le mec dit, tiens, je te présente John Wayne. Il dit, ah, mais j'ai déjà vu le jockey français. Bon. Puis on fait un autre qui l'a même coup 3 fois, m'a présenté 3 fois à lui. Après, il me connaissait. Et on est sortis ensemble, et derrière, il avait un break Chevrolet quadrillé. Et derrière, il y avait une plaque comme ça, vous aurez mon Colt quand mon doigt sera froid. C'est drôle. Et Lino, Lino c'est autre chose. C'était Florence Gabin qui m'appelle un soir, ici à Deauville. Elle me dit, dis donc, il y a Lino qui est là, il voudrait faire une partie de tennis demain matin. Ah bon? Ben, il a raison. Ouais, mais il voudrait la faire avec toi, comme avec moi. Ben, je ne le connais pas. Il dit, non, mais il veut faire une tenue en double. En plus sur le double? Je dis, mais tu crois qu'il a du monde? Non, non, il est tout seul. Comment je vais faire? Alors j'appelle 2 copains, heureusement, et j'appelle Blonville pour avoir un couvert, un court couvert. Oui, parce qu'ici on ne sait jamais s'il pleut ou pas. Le lendemain, j'appelle la météo qu'on a aujourd'hui. Et alors j'ai réussi à avoir le terrain là-bas. Alors je dis, alors, ben, il me dit, il faut aller le chercher à 8h30 en Normandie. Bon, j'arrive là-bas, on ne s'est jamais vu. Alors moi je le connaissais bien sûr, lui pas, mais à la taille il a dû me reconnaître. Et alors j'arrive, je lui dis, voilà, bonjour, je vais vous chercher. Ah, mais c'est gentil, il était habillé en tennisman, hein, c'est son sac de raquettes, et puis on part. Et on arrive là-bas, on joue, et on joue sur la moquette. Ça fuse là-dessus les balles. J'ai fait un service à un moment sur lui, et c'est passé, il n'a pas passé la balle. Enfoiré, il me dit, c'est que avec un F ou 2 F. Enfin, c'était charmant, très agréable. Hein. Et après, on est passé à la maison, après un café, j'étais ravi. J'étais ravi de le rencontrer, c'était un homme charmant. C'est la seule fois où je l'ai rencontré, après, je ne l'ai plus jamais revu. En 1984, vous allez avoir une année très riche, très pleine, puisque vous remportez le Jockey Club avec Dershan, oui. L'Arc avec Sagas, votre 4e arc, et puis il y a l'Ashkari, avec lequel vous allez partir aux États-Unis avec Alain Doroyer-Dupré. Ah, ça aussi, c'est une anecdote. C'est Patrick Biancone, qui était l'entraîneur de Daniel Wildenstein. Il me dit, Yves, qu'est-ce que tu montes dans la Breeders'? La Breeders', je ne monte rien, qu'est-ce que je monte dans la Breeders' Cup? C'est aux États-Unis, à Los Angeles, à Santa Anita. Et je lui dis, je monte rien. Et bien, il me dit, écoute, je t'offre le long. Pour le long, était la meilleure jument aux États-Unis qui appartenait à M. Wildenstein. Bah, je lui dis, écoute, c'est gentil, mais il y a des courses ce jour-là, il faut que je voie le prince. Il m'a demandé ça un jeudi à Longchamp, en début de réunion, et le prince était là. Ah, je dis, monseigneur, voilà ce qui se passe, on me propose de monter au long dans la Breeders'.
Mais il y a des courses à Maison Lafitte, j'ai regardé, il y a des courses à Maison Lafitte ce jour-là. Alors j'ai dit, s'il y a des partants, je suis obligé de rester. Alors il m'a dit, écoutez, allez-y, c'est une grande course, on mettra la doublure. Il m'a dit à ce moment-là, si j'ai des partants, on mettra la doublure dessus. Bon, merci. Alors, Bianco, j'ai dit, ok, c'est d'accord, le prince est d'accord, je viens. Ah, ben je suis content, il m'a dit, bon, jeudi. Lundi, course à Saint-Cloud. Patrick Biancon, je vois qu'il tourne sur le satellite. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, je monte plus la jument? Non. Ah, moi, j'ai dit, il faut le dire, qu'est-ce que tu me fais? Ben, mais non, et Pénard qui l'entraîne là-bas, il m'a dit, Saint-Martin en Europe, c'est bien, mais en Amérique, il vaut mieux un Américain, parce qu'il ne connaît pas l'Amérique, il j'avais monté ici. Alors que si, j'avais monté aux États-Unis déjà. Alors, finalement, il avait changé, il avait pris Cordero pour monter un jockey américain, un grand jockey américain. Bon. Je vais aux ordres, il montait pour Laga encore. Et Laga était là. Il vient rarement en semaine, il était là. Là, je dis, ben, monseigneur, je serai là pour aller à Maison Lafitte, puisque je ne monte plus la jument qu'on m'avait proposée en Amérique. Et Alain Drouillet me dit, mais vous savez, on a l'Ashkari qui est engagé là-bas. Oh, cheval neuf. Il avait bougé un peu au printemps, il l'avait laissé au repos, il n'avait rien fait tout le printemps. Il avait gagné, je venais de gagner le conseil municipal avec, un terrain souple. Il était bien, mon cheval. Bah, il me dit, j'ai l'engagement là-bas. Bah, je dis, il faut voir s'il tourne à gauche, et puis on va y aller. Alors le prince, il arrive. Ça lui plaît? Comment? Ça lui plaît d'aller aux États-Unis? Oh bah oui, bien sûr. Mais j'avais mon plaisir à monter pour Laga parce qu'il a fait des compétitions, il a représenté l'Angleterre aux Jeux Olympiques d'hiver. Donc il a fait des compétitions, il est un grand sportif. Donc on parlait de sport et les courses, je lui ai expliqué les courses que j'allais monter, comment j'allais monter, et ça le passionnait, il était content. Pour ça on s'entendait bien. C'est ainsi que vous êtes retrouvés à avoir l'Ashkari aux États-Unis en fait? Voilà. Alors j'ai dit à Alain, je dis, bah, écoutez, on va voir s'il tourne là. Ah, mais on va travailler mercredi. Et on travaille le cheval, corde à gauche, il me met 3 chevaux de 1600 mètres. Je dis, gars, ne vous occupez pas de moi, pas un bon galop, mais laissez-moi la corde dans le dernier tournant. Oui, oui, d'accord. Et on part, un bon galop. Puis il allait vite, ce cheval était bon. Hein. Et on arrive dans le tournant, puis moi je force en dedans, je viens avec lui en dedans. Oh, il a tourné comme dans une assiette. Oh, il est formidable, je l'arrête. Je dis, ben, il faut y aller, il tourne impeccable. Ben on y va, et voilà comment on va à Los Angeles. Et on arrive là-bas. Et alors il avait bien voyagé, il est arrivé impeccable, là-bas il était calme. Et ce cheval qui n'était pas usé, l'été il n'avait pas couru pratiquement. Donc c'est un cheval neuf. On arrive là-bas, on avait l'avantage de la fraîcheur que les autres commençaient à déjà avoir un parcours d'une année dans les jambes. Donc on va là-bas, ce cheval calme, je dépends, il était calme dans le rond. Avec le poney qui nous amenait, il était calme aussi. Vous êtes gros outsider, hein? Oui, il était à 55 contre 1. Personne n'en veut. Ah oui, complètement abandonné, méconnu des Américains. Et bien sûr, le long, grande favorite. Et puis on monte la course, on part. Et moi j'étais à la corde, 5-6e position à la corde. Et on partait en face des tribunes, on fait le tour et la fraction pour le 2400 mètres. Au premier tournant, impeccable, il tourne bien, équilibré, bonne jambe, parce que pour tourner, les chevaux se mettent sur la jambe du côté où ils tournent. Et quand ils reviennent sur une droite, ils rechangent de jambe et c'est là qu'ils reprennent leur souffle. Ils prennent le deuxième souffle. Et alors, le parcours se passe bien. Et on revient en face, donc où l'on est parti, et je vois le long qui arrive à l'extérieur, parce qu'ils ne poussent pas à fond les Américains, ils accompagnent les choses. Là, je vois Cordero qui accompagnait sa jument. Ah, je dis là, Pépère, il faut que ça sorte. Alors j'ai réussi à me dégager, 1, 2, 3, et j'arrive dans le tournant derrière lui. Quand on aborde le tournant, je viens à 3/4 de lui dans le tournant, et je le regarde, et je sens que je vais mieux que lui. J'ai plus de ressources que lui. Les cheveux sont mis comme ça dans mon casque. Puis je dis là, Pépère, celui-là, il ne va pas m'échapper. Et alors je le suis comme ça. Et puis entre une droite, je m'écarte un peu pour ne pas pousser, pour ne pas créer l'émulation, pour ne pas le pousser. Et je m'écarte, et là je pars. Je pousse mon cheval à fond, et je prends l'avantage, je prends une demi-longueur, et il est toujours resté là. Et le mien n'a pas fait, je savais qu'il n'allait pas baisser de pied, je savais qu'il avait des ressources pour aller jusqu'au bout. Et je suis allé au bout comme ça, et j'ai gagné comme ça, j'ai battu à la longue. Il y a des instants magiques, d'euphorie. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi le tragique. Oui, évidemment.
Il y a ce 6 décembre 1977 où vous rentrez au petit matin. Oui, oui. J'avais appris que les courses étaient annulées le lendemain parce qu'il gelait. Et alors j'étais allé dîner, après j'étais allé prendre un verre chez Régine, j'ai rencontré Thierry Luron. Puis on a passé la soirée ensemble. Et je suis rentré à 5h30 du matin. Et j'ai eu un accident de voiture. Alors évidemment, la presse, je fais Saint-Martin, un accident de voiture, ainsi de suite. Et c'est un jeune garçon, parce qu'après les 3 experts ont prouvé que j'étais pas en tort. Dans cet accident de voiture, le bilan est très lourd. Il y a 2 morts, oui, un blessé très absolument, grave, oui, très grave. Très lourd, oui, oui. Absolument. Vous avez en plus un taux d'alcoolémie d'1,4 g oui, supérieur, oui, au taux fixé de 0,8. Bien sûr. Alors moi, bien sûr, ça a entaché ma vie, évidemment. Ça a été catastrophique, épouvantable. Et puis voilà, mais enfin, la vie reprend le dessus et il faut assurer quand même, faire face. Il y avait une jeune femme qui était blessée, qui était maman d'une petite fille. Oui, il a été dit et écrit beaucoup de choses. Comment? Il y a été dit et écrit beaucoup de choses au oui, sujet de bien tout sûr cela. Que j'allais adopter cette petite. Il n'a jamais été question. La mère a jamais venu me voir, elle m'a dit, vous ne voulez pas me prendre ma fille en plus? Non, il n'a jamais été question de ça. C'est la presse qui a mis ça. Mais la presse raconte beaucoup de choses, mais des fois pas toujours dans le bon sens non plus. Vous avez eu contact après avec ces personnes-là? Non, 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 non. Je l'ai rencontré une fois après. Maman ne voulait pas, elle a compris que c'était un accident et que vraiment, on n'y pouvait rien. Voilà. Vous parvenez à vous relever? Oui, mais ça, on a toujours ça, vous savez, sur la tête, on a toujours ça. Ça ne vous quitte jamais. Quitte jamais. Vous avez un grand soutien également au cours de toutes ces années. C'est aussi peut-être grâce à ce soutien que vous avez toujours su vous relever, traverser toutes ces périodes. Oui. C'est votre épouse, Michel? Oui, bah bien sûr. J'étais bien entouré par ma famille, bien sûr. C'est là que ça fait du bien d'être bien entouré. Oui. Donc il y a Mimi, donc, votre épouse, et 3 enfants. Quel papa êtes-vous? Et mon fils était aussi aux États-Unis quand j'ai monté. Vous parlez d'Éric Saint-Martin qui va vouloir faire la même carrière que vous? Oui, il a voulu rentrer. Vous le prenez bien d'ailleurs, ça? J'avais essayé de le dissuader, bien sûr, parce que je dis, tu sais, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et fais attention, c'est pas dit que tu fasses une carrière, tu peux ne pas réussir du tout, ça dépend, on ne sait pas comment tu es. Et évidemment, il voyait le beau côté de la chose, il voyait que les victoires que je faisais, et, bien sûr. Vous avez donc monté en course avec votre fils, oui. Éric. Et il m'a même battu un jour, même pas respect pour les vieux, oui. Il m'a même battu 2 fois à Longchamp. Non, à Saint-Cloud, il m'a battu une fois à Saint-Cloud, une fois à Évry. Et alors bien sûr, tu as laissé gagner ton fils, mais pauvre con, il m'a battu à la régulière. Ouais. Enfin, il montait pas mal, hein, la preuve. Ça doit être une fierté pour un père d'avoir remporté soi-même 4 arcs de triomphe et de voir son fils remporter l'arc. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit à nous deux, on en a gagné 5. Et oui, c'est vrai. On a beaucoup parlé de cet accident, cette chute avant l'arc d'Aller France, mais vous avez eu ensuite une chute sévère. Vous avez frôlé la paralysie quand même. Oui, à 84. Ouais. Oui, j'ai une reine en allant au départ, depuis Diane, je montais les 7 courses. Et en allant au départ, j'ai une reine qui a cassé au ras du mort. Et le cheval est parti, j'avais plus de direction, plus de frein. Et j'ai pas pu attraper le montant de bride, parce que le cheval, un très grand cheval, avec une grande tête, j'ai pas pu attraper le montant de bride. Et il est parti au grand galop, et c'était au mois de juin, le terrain était sec. Et au fond du champ de course, il y a des grandes canisses, et il y avait des arbres énormes. Elle devait être à des écorces lisses. Et je cherchais un arbre le plus petit possible, et si je m'enroule dessus, je veux quand même qu'ils ne soient pas trop gros. Et puis finalement, quand il a vu les canisses, il n'a pas voulu sauter, il s'est arrêté, il a voulu faire demi-tour. Et il s'est fauché derrière, et il s'est récupéré comme ça. Moi j'étais à l'arrière, ça m'a catapulté, je suis monté, je suis retombé sur le dos, comme ça, sur le terrain sec qui était dur comme que du macadam. Il n'y a pas de gilet à l'époque. Hein. Non, et j'ai ces 4 vertèbres. Les chutes, le danger, vous en aviez conscience de tout cela? Non, on n'y pense pas, autrement on ne ferait plus rien. Si on se dit, oh là là, il faut faire attention de ne pas capoter, qu'est-ce que je vais faire? On ne fait rien. J'ai 21 fractures.
Mais tout s'est bien réparé et je n'ai pas de séquelles, je ne souffre pas. Bien. Suite à cet accident, son Altesse Aga Khan ne souhaite plus que vous montiez les handicaps et Voilà, les réclamer. Oui, il m'a dit d'éviter de monter, les réclamer, les petites courses. Du coup, vous n'avez plus d'espoir de cravache d'or? Bon, non, c'est fini, c'est un vieux mauvais souvenir. Et un vieux beau souvenir, je veux dire. Et là, donc, je ne montais plus beaucoup. Finalement, bon, je dis, pour monter comme ça, c'est pas possible. Ou on le fait ou on le fait pas. Et le 25 octobre 1987, il y a vos adieux à Longchamp. Oui, et là, la société m'a rendu un grand hommage. Ils avaient fait un programme avec mes victoires et ma photo en plus. Donc c'était un grand honneur. Et en plus, ils m'ont remis une pendule magnifique. Et le roi du Maroc avait dépêché son ambassadeur pour me décorer du Wissam Alaoui dans le rond de présentation à Longchamp. C'était une fête et c'était grandiose. Et j'ai regardé les tribunes de la piste pour une dernière fois. Est-ce que vous vous êtes préparé psychologiquement à l'après-jockey? Ah oui. Ah oui, oui, parce que je me suis dit, j'étais quand même assez intense comme rythme que j'avais. Si du jour au lendemain, tu te retrouves à rien faire, qu'est-ce que tu vas faire? Et alors, bon, ben, je me suis mis à jouer au golf, j'ai cherché des distractions. Et puis après, j'étais président d'une association pendant je ne sais plus combien d'années. Et on faisait tous les mois, on avait un déplacement dans la France. On avait Limoges, Vichy, Chambon-sur-Lignon. On avait fait. Ça, c'est l'après-jockey. Mais quand vous êtes jockey, oui. vous êtes dit. Oui, ça n'a pas été un coup de tête, oui, oui. Faut que j'arrête maintenant tant que je suis en haut? Oui, oui, oui. C'était important. Je ne pouvais pas rester comme un petit jocaillon montant plus, n'ayant plus de montre, que les gens ne me faisaient plus monter. Donc non, je ne veux pas finir comme ça, moi, je vais arrêter. Arrêter en pleine possession de mes moyens, quoi, je veux dire. Et au top? Bah, en plus au top, oui. Bah oui, parce que j'ai laissé une image de moi. Plutôt que, je vous dis, de laisser un vieillissant, le cul dans la chaise, pas pouvoir bouger à cheval, non, bah, non, c'est pas ça. C'est donc à 46 ans, les publics, les ovations, tout ça, ça vous a manqué? Ça vous manque? Mais pas du tout. J'avais un métier public, d'accord, ce qui permettait aux gens de pouvoir jouer sur nous. Mais j'en avais conscience, je défendais leurs intérêts en défendant les miens. Mais je n'allais pas me faire une gloriole parce que je gagnais une course, une plus que ça. Je travaillais pour gagner des courses, je travaillais pour ça. Je ne travaillais pas pour être battu. C'était un boulot, quoi. Mais oui, c'est un métier. Je vous dis qu'il s'apprend, et on se remet en question à chaque course que l'on monte. Une erreur, c'est catastrophique, une erreur dans un parcours. Perdre une course, c'est catastrophique. Il faut éviter d'en perdre le plus possible. Non, mais moi j'ai lu qu'il y avait plein de sportifs de très haut niveau, quand ils arrêtaient, ils étaient dépressifs, limite. Ah oui, ben, un jour je déjeunais avec Raymond Coppa, qui était un grand footballeur. Et on parlait de ça comme ça. On déjeunait à Roland-Garros, le gars Chassin qui nous avait invités là. Et alors je lui dis comment ça. Oh, il me dit, moi, et toi? Je dis, moi ça va très bien. Puis il me dit, moi tu peux pas savoir. Tous les dimanches à midi, j'avais fait quand je prenais mon sac pour aller au stade, je leur fais une vie d'enfer parce que j'y vais plus. Mais tu peux pas savoir, je suis malade. Je me dis, malade. Je dis, c'est drôle. Copain, c'était un grand, mais voilà. Lui aussi, il ne supportait pas d'avoir arrêté. Et il y en a plein comme ça que je connais qui ont dit c'était épouvantable d'avoir arrêté. Je tourne en rond, je ne sais plus quoi faire, je m'emmerde. Voilà. Qui déprime. Qui déprime. Moi, je ne suis pas trop déprimé. Vous aimeriez qu'on retienne quoi d'Yves Saint-Martin? C'est une carrière que j'ai faite. J'ai une réussite dont je suis conscient. J'en suis ravi d'ailleurs, puisque j'ai rempli, je crois, mon contrat. J'espérais ça. Et j'ai eu la chance de faire un métier que j'aimais. C'est formidable. Quand on se lève le matin, moi je me levais le matin, prenais mon café et hop, j'allais monter à cheval. J'étais ravi. C'était mon plaisir. Et même n'importe quel temps, il pleuvait des cordes, on était dehors. J'ai dit on va crever le froid, parce qu'on était endurci. Et l'organisme réagit. Et moi j'étais ravi de faire ça. Alors qu'il y a des gens qui, les pauvres, vont au travail, sont obligés d'aller au travail pour gagner leur vie. C'est épouvantable. C'est un calvaire leur vie. Mais alors que moi j'y allais, j'aurais payé pour faire le métier que je faisais. Mais c'était formidable. J'étais tellement content de monter à cheval. C'est toujours la même chose, mais ça se renouvelle sans arrêt, puisque le cheval n'est pas le même comportement de chaque cheval est différent. Alors c'est formidable, ça se renouvelle tout le temps.
Saint-Martin, merci. C'était un grand honneur de nous avoir avec nous. C'est gentil, ça m'a fait plaisir de pouvoir bavarder avec vous. Merci beaucoup.